Bonjour Paul. Bonjour mes amis. Bienvenue à je vais pas pour dire avant-dernière, mais c'est faux, presque à la fin de la saison de nos conférences, la session 25-26. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi quelqu'un que vous connaissez tous très, très, très bien, le professeur Étienne Lemarié, qui est aussi le cofondateur avec moi du GRISOF, l'élément penseur très important au sein du GRISOF. Étienne est connu de tous et c'est un professeur émérite de la faculté de médecine de l'Université François Rabelais à Tours. Aujourd'hui, il va nous parler naturellement, de sciences ouvertes. Mais l'aspect qu'il va traiter est assez particulier et son titre, La science ouverte va-t-elle résister à l'assaut de l'IA? À première vue, oui, comme Étienne le souligne. Sciences ouvertes et intelligence artificielle générative ont un but commun, celui de la communication. La science ouverte, c'est l'accès libre et gratuit à la littérature. Je dirais en plus à l'accessibilité aux données de recherche. L'IA générative, c'est la possibilité d'émettre des hypothèses, de traiter des milliers de données, d'analyser la littérature, d'écrire des articles et de les réviser. Mais c'est l'été de tous les dangers. Fausses publications, désinformation endémique, faux travail de recherche, fausses données. Alors, comment coopérer alors que la science ouverte et l'intelligence artificielle sont implantées désormais dans toutes les facultés et structures de recherche? Puis j'ajouterais à ça que souvent les universités ouvrent la porte à l'intelligence artificielle sans être tout à fait suffisamment prêtes à faire cette ouverture. La première question est sans doute comment garder notre esprit critique face à cette illusion d'omniscience. Étienne, la parole est à toi et je demanderai aux gens, s'il vous plaît, de fermer vos micros si vous ne vous exprimez pas et il y aura une période de questions à la fin. Étienne, la parole est à toi. Merci, bonjour à tous. Alors, on va commencer par une définition. Rappeler une définition. La science ouverte, excusez-moi, je vais mettre de côté les parties. Voilà. La science ouverte, c'est un paradigme qui intègre dans l'entreprise scientifique des pratiques de reproductibilité, de transparence, de partage et de collaboration qui résultent de l'ouverture des contenus, non seulement les contenus, mais aussi les outils et des processus scientifiques. Donc l'ensemble de la publication et tout ce qui a permis d'aboutir à la publication. C'est la définition que donne l'UNESCO. L'intelligence artificielle générative, puisque c'est celle-là dont on va parler, que l'on résume par GenAI, ce sont des modèles d'apprentissage profond capables de générer du texte, des images, des contenus à partir des données, à partir de données sur lesquelles ils ont été entraînés. Et le mot entraîné est important. Alors, je n'arrive pas à passer la diapositive suivante, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, si vous voulez bien, avant d'aborder directement le sujet, il y a une réflexion que je lisais il y a peu de temps. Le prix Nobel Max Perutz, que vous connaissez, a posé cette question dans un essai publié en 1999. L'humanité a-t-elle besoin de la science? Et sa conclusion était oui. S'il avait vécu jusqu'à l'ère de l'IA, il aurait peut-être reformulé sa question en écrivant La science a-t-elle encore besoin de l'humanité? Point d'interrogation. Alors, évidemment, d'emblée, la question qu'on peut se poser, c'est peut-on parler d'IA sans recourir à l'IA? Alors, je peux vous dire tout de suite que j'ai recouru à l'IA, en l'occurrence essentiellement à Mistral AI. Mistral AI, c'est la plateforme française, de façon plus générale européenne, la seule d'ailleurs. Euh, j'ai l'habitude de l'utiliser, plus ou moins, je ne suis pas un gros habitué des plateformes, parce qu'elle a un contrat avec le CNRS. Et ça me paraît important et on verra les conséquences après.
Alors, évidemment, naturellement, j'ai posé la question, la science ouverte va-t-elle résister à l'assaut de l'IA? Et Mistral m'a répondu, c'est une question complexe qui demande du temps. Effectivement, Mistral a mis 2 minutes 26 secondes pour me répondre. Et vous verrez le contenu de ce qu'elle m'a répondu. Mais avant d'aller dans ce que disait Mistral, je voudrais, si vous voulez, qu'on fasse un petit survol du champ, voilà, sur l'IA générative. De quoi est capable l'IA générative? Avec l'IA, on peut aujourd'hui écrire une œuvre littéraire, organiser une recherche, fournir des résultats, prédire l'impact d'une recherche, écrire un article original, une revue de la littérature, réviser un article et rédiger vos titres et travaux. Donc tout un ensemble de choses, voilà, finalement tout un projet de carrière. Alors, je vais en citer quelques exemples, et là on sort un petit peu du domaine médical. Le prix Goncourt, Hervé Le Tellier, s'est mesuré récemment à une IA. Il s'est prêté au jeu. Et on lui a demandé d'écrire une fiction policière de 3000 signes en lui donnant deux phrases. La première, il aperçut dans son bureau le corps sans vie de l'écrivain. Et la dernière phrase, tout est pardonné, pensa-t-elle avant de disparaître. Vous avez 1 heure pour rendre votre copie. Et ce qui est intéressant, je ne vais pas vous montrer l'analyse des copies, mais ce qu'a pensé, puisque l'IA en l'occurrence était ChatGPT, qu'a pensé ChatGPT de cet exercice? Alors, ChatGPT, après avoir comparé le miroir du défunt, c'est-à-dire le texte de l'IA, et la nouvelle de Hervé Le Tellier, prix Goncourt, il est clair que le texte de l'IA présente une qualité littéraire supérieure. Son originalité, le miroir comme concept surréaliste, sa profondeur thématique, regrets et choix de vie, son style riche et fluide, sa structure narrative symbolique et son fort impact émotionnel en font une œuvre plus accomplie. Quant au texte d'Hervé Le Tellier, bien qu'il soit un récit divertissant, reste plus conventionnel, moins profond et moins engageant sur les plans stylistiques et émotionnels. Voilà comment ChatGPT peut donner son avis sur un prix Goncourt. Alors, est-ce qu'on peut écrire de façon plus générale une revue de littérature en 1 heure au lieu d'une semaine? Absolument. Vous allez sur Doc Genius, et puis il y a d'autres sites d'ailleurs, qui vous permettent en 1 heure d'écrire une revue de la littérature. Il suffit de donner 3 ou 4 mots-clés. Et voilà, la revue de la littérature sera faite en 1 heure. Vous pouvez, dans un après-midi, écrire 3, 4 revues de la littérature. Aucun problème. Plus loin, plus fort encore, certains d'entre vous connaissent sans doute Sakana AI. C'est une société japonaise et dont la publicité est la suivante, vers une découverte scientifique ouverte et automatisée. Et ils ont mis au point AI Scientist qui génère les idées, réalise les expérimentations et rédige les articles. Voilà comment ça fonctionne. Vous avez des connexions entre différents niveaux d'intelligence. IA Scientist compile les idées, évalue leur caractère innovant, édite une base de code pour implémenter les nouveaux algorithmes, mène les expériences, rédige les résultats avec figures et tableaux, rédige un rapport scientifique en expliquant et en contextualisant les résultats et génère une évaluation par les pairs basée sur les normes internationales. Pourquoi une évaluation par les pairs? On verra que ensuite c'est quelque chose d'important. Alors, on peut aussi se poser une question. Dans l'auditoire, il y a Charles Bollen, le président émérite du RIFRES. La question posée est la suivante. À Funding the Frontier, votre étude va-t-elle changer le monde? Et d'après ce site, vous utilisez ce site et le site permet de prédire quelles études auront le plus grand impact sociétal. Le site intègre les données correspondantes, c'est-à-dire les publications, les brevets, les essais cliniques, construit un algorithme prédictif pour déterminer quelles études sont susceptibles d'apporter les plus grands bénéfices sociétaux, propose des bailleurs de fonds
Et puis, même à la fin, pour les évaluateurs, montre les points forts et les points faibles d'un projet. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer qu'un jury va utiliser ce site pour analyser les points forts et les points faibles de votre projet. Alors, un autre exemple d'utilisation de l'IA, et ça, je dirais que c'est peut-être plus sérieux, vous avez certainement entendu parler de AlphaFold. AlphaFold, sa publicité, c'est ce qui nous a pris des mois, voire des années. AlphaFold a réussi à le faire en un week-end. C'est un logiciel de Google DeepMind qui est utilisé depuis 2021 et qui fournit une prédiction de la structure des protéines en 3D. Et depuis 2021, AlphaFold a mis en évidence des milliers de prédictions de structure. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la version AlphaFold 2, qui est en circulation, est mise en accès libre depuis 2021. C'est si important que les développeurs de cette application ont reçu le prix Nobel de chimie en 2024. Ça fait beaucoup de bruit parce qu'on s'est demandé pourquoi c'était précisément un prix Nobel de chimie. Alors, un autre problème, c'est celui de la détection des paragraphes d'IA dans les publications. Et vous savez que c'est un problème que se posent de plus en plus ceux qui relisent les articles, qui relisent des thèses, enfin tout document. Comment peut-on détecter des passages créés par IA? Alors, je trouve ça très intéressant. Il y a Just Done, il y a plusieurs sites, mais celui-ci vous dit préservez l'authenticité de vos écrits en identifiant les contenus générés par l'IA. Et il vous dit écrivez plus intelligemment, pas seulement plus sûr. Allez au-delà de la détection par IA, corrigez les erreurs, remaniez le texte marqué et améliorez instantanément votre écriture. Autrement dit, avec ce site, ça vous permet d'écrire plus intelligemment, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser l'IA et puis le site va vous détecter tous les passages en vous disant, attendez, là, vous avez écrit 4 lignes, c'est de l'IA pure, ça va être détecté, il faut changer la phrase, il faut modifier ceci, etc. Autrement dit, on pourrait qualifier un site comme celui-ci, comment rouler plus vite en évitant les radars. Alors, la dernière question qui se pose, c'est comment évaluer un article écrit par IA? Et comment l'IA peut évaluer l'IA? C'est la question qui se pose à l'heure actuelle. Alors, il y a un article tout à fait intéressant. Je, je suis gêné par en haut d'écran, excusez-moi. IA Scientist récemment a soumis, IA Scientist, je rappelle, l'application japonaise qui a soumis 3 articles originaux à la revue Nature. Et sur ces 3 articles, en connaissance de cause, un a été accepté par les reviewers. Et les auteurs sont allés plus loin puisqu'ils ont créé un évaluateur automatisé pour évaluer la qualité des résultats des reviewers de nature. Et voilà le co-auteur de l'étude, Jeff Clune, ce qu'il dit. Nous sommes les premiers à avoir démontré qu'une IA pouvait réaliser l'intégralité du processus scientifique qui sous-tend la création d'un article, autrement dit un article purement IA. Et Jevin West ajoute, ce résultat nous oblige à repenser la nature même de la science. L'automatisation comporte le risque d'une saturation des revues par des articles souvent d'une originalité modeste. Et c'est le gros problème de l'IA. Alors, il y a de différentes façons, là je vous ai mis le site, le big data, il y a différentes façons de détecter les morceaux de texte, les paragraphes, etc., qui sont euh, générés par IA. Je passe là-dessus. Alors, après ces données un petit peu générales, ce panorama, venons-en à la question qui était posée tout à l'heure. Et là, je vais rentrer directement dans ce que nous dit Mistral et puis on va essayer de commenter. En lui posant la question, est-ce que l'IA plutôt la science ouverte est en danger face à l'IA? Mistral AI, en 2 minutes 25, a répondu en 5 points. Le premier point, la science ouverte, un modèle en expansion mais fragile.
En France, le plan Sciences ouvertes de l'INRAE, c'est-à-dire l'Institut national de recherche agronomique, a atteint 65% de ses objectifs. L'Institut vise à faire de sa plateforme un entrepôt de données souverain, certifié d'ici 2030, avec l'IA comme levier pour enrichir les métadonnées et faciliter la recherche. Par ailleurs, Mistral cite la recommandation de l'UNESCO sur la science ouverte, adoptée par 194 pays, qui fournit un cadre global pour promouvoir l'équité, la reproductibilité et la collaboration interdisciplinaire. Elle souligne que l'IA peut accélérer la science, mais aussi exacerber les inégalités. C'est ce que dit l'UNESCO. Alors, le deuxième point, est-ce que l'IA peut aider, excusez-moi parce que je suis gêné au d'écran, est-ce que l'IA est une opportunité pour la science ouverte? Alors, Mistral propose les choses en 5 points, en 4 points plutôt. Enfin, 3 points. Le domaine, l'impact et donner des exemples concrets. Sur le plan de l'accélération de la recherche, Mistral dit effectivement, l'IA est capable d'automatiser des analyses, par exemple le criblage de molécules. Avec des exemples concrets, des scientifiques virtuels testent des milliers de configurations en quelques heures. L'avantage de Mistral en plus, c'est qu'il donne les références. Traitement des données, analyse de grands jeux de données, c'est le cas de l'European Open Science Cloud, utilise, utilise pour l'IA, utilise l'IA pour structurer, partager des données à grande échelle. Utile également, c'est une opportunité pour la diffusion des connaissances, puisque ça permet de faire la traduction, des résumés et une vulgarisation quasi automatique. C'est si vrai qu'actuellement l'INRAE explore l'usage de chatbots pour rendre ses publications accessibles au grand public. Et enfin, l'avantage de l'IA, c'est que ça entraîne une réduction des coûts de publication et de peer review. Et il y a des outils actuellement comme Elicit ou autres qui aident à évaluer la qualité des articles. Mais je ne vais pas trop rentrer dans le peer review puisque Yves va nous traiter ce sujet dans 8 ou 15 jours. Donc l'IA, c'est une opportunité pour la science ouverte. Troisième point, l'IA, c'est aussi une menace pour la science ouverte. Pour quelles raisons? D'abord pour ce qu'il appelle le high slope, c'est-à-dire la bouillie d'IA, la prolifération de contenus scientifiques de faible qualité générés par l'IA, fausses références, hallucinations. Et de plus en plus maintenant, les revues, les grandes revues demandent que l'on déclare systématiquement l'usage de l'IA pour les publications, sans attendre qu'elles utilisent leur logiciel pour détecter les passages créés par IA. Deuxième point, la menace, c'est l'opacité des modèles. Les boîtes noires de l'IA rendent les résultats non reproductibles. On ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte. Et l'UNESCO, d'ailleurs, dit en 2024, l'opacité des systèmes d'IA limite l'adoption de la science ouverte. Troisième menace, la dépendance aux acteurs privés. Les grands modèles sont contrôlés par des entreprises, OpenAI, Mistral, Google, ce qui centralise le pouvoir et limite l'accès aux sources. Problème très important. La recommandation de l'UNESCO met en garde contre la domination des acteurs privés dans la recherche en IA. Quatrième point, des biais et des inégalités. Les données d'entraînement des IA sont souvent biaisées. Là, par exemple, la surreprésentation des pays occidentaux, et par exemple pour l'Afrique, c'est certainement un problème. Les pays en développement ont du mal à accéder aux outils d'IA avancés, et puis surtout que leurs données soient intégrées, puisqu'elles ne sont pas forcément disponibles partout. Enfin, dernier point, il existe de nombreuses attaques contre l'intégrité scientifique, les deepfakes, les fausses publications, manipulation de données, ainsi que des cas de fausses références qui sont de plus en plus documentés en 2025-2026. Ce tableau, je l'ai reproduit tel quel, il était fourni par Mistral. Alors, la question suivante que se pose Mistral, c'est comment la science peut-elle résister? La science ouverte peut-elle résister? Premier point, il est nécessaire qu'il y ait une transparence obligatoire au niveau des revues scientifiques.
avec comme action concrète la déclaration systématique de l'usage de l'IA dans les manuscrits, et de plus en plus les revues le demandent. On a cité Science, on a cité Nature, mais de plus en plus de revues. D'autre part, les données doivent être certifiées avec le label FAIR et dépôt sur des entrepôts souverains. Troisième point, nécessité d'une régulation avec en particulier au niveau européen l'AI Act et l'UNESCO qui constituent un cadre légal pour l'IA, c'est-à-dire classifier les systèmes à haut risque et les obligations de transparence. Point suivant, les modèles ouverts. Il y a de plus en plus au niveau de la communauté scientifique des LLM ouverts. Il y a par exemple Mistral 78, c'est une dernière génération qui montre toutes les données qui sont intégrées dans l'analyse pour éviter la dépendance aux acteurs privés. Quatrième point, ou cinquième point plutôt, l'éducation et la formation, c'est-à-dire la sensibilisation des chercheurs aux enjeux de l'IA et de la science ouverte. Et enfin, nécessité d'une collaboration internationale, partage des bonnes pratiques entre pays. J'ai remis le tableau tel quel parce que je ne vois pas ce que je peux ajouter à cela et la moindre déshonnêteté, c'était de le reproduire. Alors, le point suivant, que dit Mistral? Eh bien, que disent les institutions clés? Là, je passerai vite. L'UNESCO conclut que l'IA doit servir la science ouverte et non l'inverse. Au niveau de l'Union européenne, l'IA doit être au service de la science, pas l'inverse. D'où l'AI Act qui classifie les systèmes d'IA, qui a créé l'European AI Office et qui finance la recherche ouverte via Horizon Europe. Et enfin, le European Open Science Cloud, qui est une plateforme unifiée pour le partage des données, des outils d'IA. Autrement dit, il y a toute une structure autour de l'Union européenne pour essayer de limiter les dégâts. Puis enfin, il y a les revues scientifiques qui interviennent de plus en plus. Science, par exemple, son rédacteur en chef dit la résistance passe par la transparence et de plus en plus de revues exigent maintenant de divulguer l'usage de l'IA dans leurs manuscrits plutôt que de se faire retoquer en disant que vous avez de fausses références et des contenus générés qui dépassent les normes. Alors, dernier point qu'aborde Mistral pour répondre à la question initiale. Scénario pour 2030, la science ouverte survivra-t-elle finalement à l'IA? Alors, il classe les choses en trois points. Ça peut être une résistance réussie, probabilité 60%. La science ouverte s'adapte à l'IA en intégrant ses outils sans sacrifier ses principes. Et les facteurs clés pour cela, c'est une régulation forte, une adoption massive des modèles ouverts et une collaboration internationale. À l'inverse, peut-être un équilibre précaire, 30% de probabilité. La science ouverte coexiste avec l'IA, mais perd du terrain face aux acteurs privés. C'est un grand risque. Du fait d'une régulation insuffisante, dépendance aux modèles fermés, prolifération de l'IA slope, la bouillie AI. Enfin, ça peut être un effondrement partiel, 10%. L'IA dominera la recherche, marginalisant la science ouverte, du fait d'une absence de régulation, du fait du monopole des géants de la tech, du fait du désintérêt des chercheurs pour l'open science. Les chercheurs ont un rôle important dans tout cela. Alors, Mistral termine, et j'en aurai fini, par des recommandations pour les chercheurs, déclarer systématiquement l'usage de l'IA dans les publications, privilégier les outils ouverts, il y en a beaucoup, vérifier les résultats générés par l'IA, participer à des projets collaboratifs. Pour les institutions, former les chercheurs, créer des entrepôts de données souverains, exiger la transparence dans les appels à projets, financer des alternatives ouvertes aux outils propriétaires. Et pour les décideurs politiques, renforcer les régulations, soutenir financièrement les infrastructures de sciences ouvertes, promouvoir les modèles ouverts et lutter contre les inégalités, en particulier les programmes d'accès aux outils d'IA pour les pays en développement. Alors, voilà, j'en ai fini pour l'analyse que fournit Mistral et je dois dire que je n'aurai pas grand-chose à ajouter à cette question et j'en arriverai peut-être à réflexion générale. Je pense à un garçon
qui s'appelle Thomas Souverain, qui vient de soutenir sa thèse à Normal Sup à Paris et qui posait la question dans sa thèse qui s'intitule Éthique de l'intelligence artificielle, comment garder notre esprit critique face à cette illusion d'omniscience. L'intelligence artificielle fournit des réponses immédiates et convaincantes, mais ne comprend ni le vrai ni le faux. Elle ne fait que repérer des corrélations avec des biais parfois invisibles. Alors, je voudrais simplement, pour finir ce tableau, vous parler d'un livre que certains d'entre vous ont peut-être lu qui s'appelle Hypnocratie. C'est un livre qui est sorti l'année dernière, euh, un livre entièrement écrit en collaboration avec des intelligences artificielles par deux Italiens qui ont mis en parallèle, en rapport, plusieurs intelligences artificielles pour aboutir à ce livre qui s'appelle Hypnocratie. Je vous conseille de le lire parce que c'est absolument bluffant. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'histoire de ce livre, mais plutôt l'interview que donnaient ces deux auteurs qui me paraissait tout à fait intéressant. Eux qui ont utilisé et qui ont été un petit peu les pionniers de l'IA actuelle, puisque ça fait 2 ou 3 ans qu'ils travaillent sur ce sujet. Ils concluent que l'IA est un outil avec lequel il faut apprendre à communiquer. Cette communication n'est pas d'emblée évidente. Même si l'IA comprend le langage naturel, on ne peut pas parler à la machine exactement comme à un être humain. L'IA parfois ne saisit pas les commandes pour nous extrêmement simples. Parler à la machine suppose de se traduire dans l'idiome machitique. Alors, l'IA est un outil et une question qui me paraît très importante, Elise, est-ce qu'il faut toujours, c'est demander à l'IA de faire des retours sur soi-même, c'est-à-dire vous lui posez une question, puis à la fin vous lui dites, mais que penses-tu des questions que je pose, selon toi, que révèlent-elles sur moi? Et avec ces retours, vous apprenez sur vos propres mécanismes de pensée. L'IA a accès à des textes écrits par des gens de toutes disciplines, toutes langues, et c'est là où ça devient intéressant. L'IA calibre sa réponse selon son interlocuteur, elle évalue de façon très fine l'identité de celui-ci, elle est capable de lire la forme dans laquelle vous parlez et de saisir l'implicite de votre discours. Donc en conclusion, on pourrait dire que une approche équilibrée associant innovation technologique, régulation éthique, implication active de la communauté scientifique permettra de faire de l'IA un véritable levier de progrès du savoir, de la société et de la démocratie. Et je terminerai par ce que dit Mistral AI. Sans régulation, l'IA pourrait marginaliser la science ouverte au profit de modèles fermés et opaques, mais avec une gouvernance forte, l'IA peut devenir un accélérateur de la science ouverte en rendant la recherche plus rapide, collaborative et équitable. Je vous remercie. Merci, merci Étienne pour cet exposé. Il y avait énormément, énormément de choses dans ça. Je vais laisser la parole avant de passer mes propres commentaires. Je vais aller voir dans le chat s'il y a des gens qui ont laissé des commentaires. Oui, je vois un commentaire de Antoine Flao. Comment enseigner l'usage de l'intelligence artificielle aux jeunes chercheurs sans moralisme et sans n'être que sur la défensive? Bah, au sein du GRISOF, je dois dire, je suis un petit peu gêné pour répondre, mais au sein du GRISOF, on a créé un groupe de travail sur précisément l'enseignement à l'ère de l'AI. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Euh, il y a certainement une démarche différente de celle que l'on apprend aux étudiants depuis très longtemps, c'est-à-dire le raisonnement médical. À partir de quelles données vous raisonnez et à quoi vous aboutissez. Le risque, c'est toujours de dire, bah, c'est pas la peine de raisonner puisque l'IA va me donner la réponse à la question. Et donc, c'est tout le piège, c'est-à-dire apprendre aux étudiants à franchir les différentes étapes de l'intelligence artificielle de manière à ne pas aboutir à une réponse toute faite. C'est peut-être pas très clair ce que je vous dis. Euh, je n'arrive pas à fermer mon écran là. Mais en fait, c'est à ça qu'il faut arriver.
Paul, tu as levé la main? Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Bonjour beaucoup, Paul. Paul de Muncq, vice-président du RIFRES et président honoraire du GBO, qui est une organisation syndicale de défense des médecins généralistes en Belgique. Merci infiniment, Étienne, pour cette présentation, une nouvelle présentation, je dirais, de l'IA qui s'invite pratiquement maintenant partout et qui nous donne parfois effectivement un peu le vertige. En 2 secondes, je vous raconte une anecdote vécue il y a 1 heure d'ici avec une de mes collègues du GBO, une ancienne présidente du GBO, qui avait composé un texte pour expliquer en quoi un syndicat peut être responsable socialement et qui avait soumis ce texte à ChatGPT. Et Mhm. ChatGPT, en retour, lui a donné un texte où il avait enlevé tout ce qui était pas agressif, mais incisif Mhm. et revendicateur, mais dans le bon sens du terme. Et alors, elle a demandé alors à ChatGPT, non, 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 laisse ce qui est incisif, et ChatGPT s'est exécuté. Ce qui veut dire, c'est un exemple parmi 10 000 ou des milliers d'autres, où tout dépendra de ce que l'humain fera de cette intelligence artificielle. Donc, pour moi, il y a des questionnements essentiellement éthiques et essentiellement de démocratie qui se posent par rapport à tout ça. Mhm. Comment allons-nous arriver à mettre au pouvoir des gouvernants et des gouvernances qui ne seront pas à la solde des gens qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent sur l'intelligence artificielle? Première question. Et bien sûr, les autres questions, ce n'est pas le sujet du jour, mais comment est-ce qu'on va gérer le coût énergétique pour la planète de ces énormes moteurs d'intelligence artificielle générative? Voilà, c'est juste une réflexion, c'est pas une question. Étienne, hein, tu as été très complet, mais pour moi, il y a des questions éthiques, de démocratie et, j'ai pas peur de le dire, politiques qui vont se poser, notamment dans un monde éminemment capitaliste où on a en face peut-être des scientifiques, des gens qui ont des intérêts tout à fait différents que la science pour nous imposer un tas de choses. Et tu as bien présenté dans tes diapositives la résistance ou voilà comment il faut nous organiser pour résister. Mais nous n'avons pas toujours les moyens que d'autres ont pour nous submerger. Voilà, c'est une réflexion, hein, c'est pas vraiment une question. Oui. Hein, Le micro d'Étienne n'est pas ouvert. Micro non ouvert, Étienne. Ton micro, Étienne, ton micro. ton micro est fermé, Étienne. Oui, vous m'entendez maintenant? Oui, oui, c'est Oui. bon. Ah, Excusez-moi, parce que j'ai plus d'image, j'ai plus d'image et plus de son. Je ne sais pas où est passée l'image. Je ne vous vois plus, mais c'est pas très grave. Oui, Paul. Donc je recommence. Paul, merci pour tes remarques. Pour ce qui concerne l'éthique, j'ai pas voulu aborder le problème parce que ça nous emmenait un peu loin et on sortait de IA et sciences ouvertes, disons. Mais c'est effectivement une question fondamentale. Quant à l'aspect politique des choses, toi et moi, on a la chance d'être en Europe et peut-être que le danger est un peu borné de nos côtés. L'IA Act, c'est quand même quelque chose de sérieux. La preuve, c'est que les grandes firmes américaines se révoltent contre cela. Mais je suis peut-être optimiste, je ne sais pas. Monsieur Bidault, votre micro est fermé, mais la parole est à vous. Merci beaucoup. C'est pour une réflexion également qui va un peu dans le sens de ce qu'a dit Paul avant, mais à mon avis, il y a quand même dans la réponse faite par l'IA, enfin par Mistral en l'occurrence, sur cette question, un angle mort
qui est que la science ouverte est un mouvement effectivement fragile, qui a pris de l'importance ces dernières années, mais qui, à mon sens, n'est pas du tout dans une situation de sécurité, parce qu'elle est portée par des institutions, elle est portée par des politiques, différents acteurs, des financeurs, etc., mais elle est portée au sein d'un système, celui notamment de la publication scientifique, qui est quand même dominé par des agents commerciaux qui font commerce de l'information scientifique et qui ont transitionné ou fait de la place à la science ouverte un peu bon gré mal gré parce qu'ils pouvaient conserver des niveaux de revenus et de bénéfices dans le commerce de la science qui leur était favorable. Si jamais le commerce a ces entreprises privées qui font de l'IA des données déposées par les chercheurs, générées par les chercheurs ou des publications elles-mêmes, leur apporte des revenus largement plus substantiels que le fait de les ouvrir euh, par des accords, des négociations. Je pense qu'assez vite, le système pourrait basculer dans un type de discours où on met en avant le contrôle de la qualité de la science, le fait d'avoir des bonnes, de lutter contre l'afflux de fausses créations par l'intelligence artificielle, et qu'il faut bien prendre en compte que l'intérêt économique de ces acteurs, qui sont le système par lequel s'exprime la science et la production de la science aujourd'hui, est un des points centraux de son avenir. Euh, Et c'est un peu évoqué à travers le fait d'avoir des infrastructures souveraines pour ce qui est de la conservation des données, etc. Mais la concurrence avec cette activité économique me semble pas assez présente dans la réponse qu'en fait l'IA, qui fait une très large place à son usage dans la pratique de la science, dans la commercialisation, qui est sa diffusion la plus courante. Euh, il y a un rapport de force et un rapport stratégique et commercial qui me semble un peu oublié. Mhm. Étienne, commentaire sur... Non, ben non, j'ai rien à ajouter à cela. Je OK. souscris tout à fait à ce. Oui. Madame Youssef, je crois, Samsung SM. La parole est à vous. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Votre micro. Votre micro, madame. Bon, écoute, pendant qu'elle essaie, Antoine, est-ce que tu veux poser ta question? Vous faire un commentaire. Oui, Ah oui, merci. d'accord, Voilà. d'accord. Bon, Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est, bonjour et merci. C'est juste pour dire, c'est sûr que l'intelligence artificielle ne remplace pas le médecin, c'est sûr. On ne peut pas vraiment parler de ça de cette manière. Même beaucoup d'articles scientifiques ont été publiés récemment sur ce sujet pour faire clair que l'intelligence artificielle nous aide, mais c'est nous qui en profitons d'une manière scientifique et, je ne sais pas, indépendante. Par exemple, avec le chat GPT en médecine, il y a eu des catastrophes vis-à-vis des malades parce ils ont été très confiants, confidents en ce que ça leur donne comme résultat. Non. C'est-à-dire, c'est artificiel, OK, mais c'est fait comme c'était pour lire un article et savoir qu'on a des critiques sur cet article, qu'on est d'accord, qu'il y a des problèmes, que c'est bon, qu'il faut ajouter ça, qu'est-ce qu'il faut ajouter comme recherche, etc. À mon avis, ça aide, mais il faut être très, très, très attentif à ce que ça ne on ne compte pas dessus pour prendre ça comme une réalité, non, ça aide, ça aide. Merci beaucoup. Merci. C'est pas ni ChatGPT. Il y a eu beaucoup d'articles écrits là-dessus dernièrement. Merci beaucoup. Je peux vous merci, envoyer. merci, C'est Youssef. bon, l'intelligence artificielle, c'est bon, mais ça ne nous Antoine. remplace pas, ça nous aide. OK. Étienne, je pense qu'il n'y a pas de commentaire à apporter sur le commentaire de Non. Youssef. Antoine, la parole est à toi. Oui, merci. Merci beaucoup, Étienne. C'était vraiment extrêmement intéressant. Et en plus, voilà, bravo au Grisov d'avoir donné cette opportunité et ce débat. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est que dans le fond, on a parlé ici de la science ouverte.
l'intervention de la personne précédente était sur la médecine, et je trouve d'ailleurs qu'elle a raison. L'intelligence artificielle aussi, quelque part, intervient dans le champ de la médecine clinique. On a parlé de l'enseignement. Tout ça, c'est les ingrédients d'une faculté. Ma question est, est-ce que... la question qui sous-tend ma question, c'est est-ce qu'il ne serait pas temps dans les universités de créer des facultés d'intelligence artificielle dans différents secteurs, notamment dans celui de la santé pour celui qui nous intéresse. Et c'est pas, je vois bien qu'il y a des départements ou des unités d'intelligence artificielle qui se créent de ci, de là dans les facultés ou dans les universités, mais ce n'est pas des facultés. Donc, est-ce que vous avez connaissance du mouvement historique qui a entraîné la création de facultés de médecine, par exemple? À partir de quel moment on se dit, tiens, il faut faire une faculté de médecine? Parce que moi, ma position, c'est qu'aujourd'hui, il faut faire une faculté d'intelligence artificielle. Il faut faire une faculté où, dans les différents domaines, on aurait des gens qui s'intéresseraient au service de l'intelligence artificielle, que ce soit en sciences, que ce soit en enseignement, que ce soit en clinique, et viendraient les valider, viendraient les estampiller par de la recherche, par de l'évidence, comme on fait, nous, par exemple, dans les facultés de médecine, pour les nouveaux traitements, pour les nouveaux diagnostics, etc. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième question est un peu différente. Elle est, est-ce que vous ne pensez pas... Enfin, non, je vais aller plus direct. Je crois qu'on a pu montrer dans certains domaines que l'intelligence artificielle entraînait des pertes de compétences, notamment par exemple les anatomopathologistes, les radiologues, les gastroentérologues qui utilisent l'intelligence artificielle avec beaucoup de profit pour le patient. Hein. Il y a de meilleurs diagnostics le plus souvent, il y a de meilleurs résultats. Ils perdent en compétences petit à petit. Et je me dis, est-ce que en matière de science, on ne va pas avoir des jeunes qui vont avoir tendance à perdre la compétence de penser un article, de penser une recherche, de penser un appel à projet, de réfléchir? Est-ce que cette perte de compétences, on saura s'en prémunir? Comment faire pour éviter, nous qui n'avons pas connu du tout l'intelligence artificielle quand on a commencé nos études et nos recherches, on n'a pas ce problème-là immédiatement, mais comment on va faire pour protéger nos jeunes de la perte de compétences? Voilà, les deux. Excuse-moi, c'est un peu long, Étienne, mais Non, j'aimerais non, bien tes réactions. non, mais ce sont deux questions fondamentales. Je n'ai pas évidemment de réponse à cela. Euh, mais si tu as des articles, Antoine, sur la perte de compétences, moi, je n'ai rien lu là-dessus. Je suis preneur de ce type. D'accord. Ouais. J'ai pas lu là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, l'enseignement clinique doit évoluer. Il y a des articles dans le New England quasiment pas toutes les semaines, mais au moins tous les 15 jours là-dessus. Le raisonnement clinique, on ne peut plus l'enseigner comme on l'enseignait il y a 10 ou 15 ans. C'est plus possible. Oui, alors il Charles? y a des Oh, articles sur le deskilling, excuse-moi, hein, deskilling ça s'appelle. Ah, Et donc, je t'en ferai part après, oui, après oui, cette... oui, c'est important. Oui. puis même, Antoine, tu peux les mettre dans le chat, comme ça, s'il y a des gens qui sont intéressés par ces articles-là. De toute façon, D'accord. ça va apparaître dans le lien YouTube parce que tout est enregistré, même le chat. Hmm. Charles, la parole est à toi. Tu peux y aller. Merci Yves. Alors bravo Étienne, j'ai appris beaucoup de choses évidemment. C'était un magnifique panorama. J'en profite pour saluer des amis que je n'ai pas salués au départ. Je voulais saluer Antoine Flau, bien sûr, salut Antoine, et Jean-Paul Franck. Et alors, écoute, dans les attributs de l'IA, Étienne, j'ai repéré quelque chose qui m'a un peu interloqué parce que l'IA peut générer des idées. Alors, j'imagine que ce sont des idées qui sont générées à partir, on lui a demandé un avis, ou on l'a sollicité. Mais est-ce qu'on peut imaginer que l'IA puisse générer des idées, je dirais, sui generis, de soi-même? Par exemple, Antoine parlait tout à l'heure de est-ce qu'il faudrait créer une faculté de médecine, mais on pourrait imaginer que l'on dise, écoutez, voilà le profil sanitaire d'un pays, est-ce que vous pensez qu'il faudrait créer une faculté de médecine? Ou est-ce qu'il faudrait faire autre chose? Alors, dans ce cas-là, si vous voulez,
un profil épidémiologique, des données démographiques, etc. Bref, un profil d'un pays, on pourrait lui dire, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et donc, ça pourrait nous amener à remplacer peut-être des politiques de santé qui ne s'expriment pas clairement dans nos pays. Est-ce qu'on peut imaginer ce saut-là? Ah ben, écoute, je n'ai aucune expérience dans ce domaine, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais Charles, si tu veux bien, un de ces jours, il faudrait qu'on s'amuse à faire ce type d'exercice. Je crois que ce serait intéressant. Non, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a des sites aujourd'hui qui permettent d'évaluer le caractère sociétal de ton travail, en disant, ben non, mais ça n'a aucun intérêt pour la société, ce que vous posez comme question. C'est tout de même intéressant. Alors, qu'est-ce que vaut la réponse? Ça, je n'entrerai pas dans les détails, hein. Je n'ai aucune expérience. Mais je t'invite, on se prend un après-midi, puis on fait ce genre de travail. D'accord, Étienne, avec plaisir. Avant d'aller dans le chat, je vous écoute depuis tantôt et puis ça me fait penser à quelque chose. Puis je pense, ben, je ne sais pas si c'est important ou pas, mais Étienne a parlé de la gouvernance. Et donc, je pense que c'est un mot-clé en ce qui a trait à l'intelligence artificielle. Et pour moi, la gouvernance dans ce cadre-là aurait deux aspects. Le premier aspect, c'est celui de décider quel genre d'outils, parce qu'on n'a pas le contrôle sur la production des différentes intelligences artificielles, parce qu'elles sont produites par des compagnies américaines et autres. Donc, on ne peut pas naturellement contrôler la production globale de ces outils-là, mais on peut certainement décider, dans un cadre donné, quel type d'outils on permet ou quel type d'outils on utilise. Ça, c'est mon premier point. Ça, c'est le premier point, je pense, sur lequel il faut réfléchir. Et à partir du moment où on a décidé, on utilise l'outil A, B, C, après ça, on crée des guides d'utilisation de ces outils-là. Je sais pas si c'est plausible, qu'est-ce que je dis, mais à vous écouter, c'est la réflexion qui m'est venue. Hmm. Commentaire? Oui, bah, enfin, je pense, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, c'est très bien de créer des outils. Ah bah, l'IA, de toute façon, c'est déjà un outil, et puis après, il faut créer d'autres outils qui vont accompagner l'outil essentiel. Mais la question, c'est de savoir si les gens vont l'utiliser et comment vont-ils l'utiliser. Mais je regarde, par exemple, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres universités, mais je regarde chez nous, par exemple, la façon dont ça se passe. Les étudiants utilisent les outils ABCD et puis il n'y a pas de règles. Et c'est, et c'est à l'enseignant de composer avec ça. L'utilisation est permise, mais après ça, on fait quoi? Donc, sans être, comment dirais-je, sans être dictateur de l'utilisation, je ne sais pas, je pense que ça prendrait des principes directeurs sur la façon d'utiliser, à tout le moins au début en tout cas. Et lorsque les gens auront commencé à maîtriser ces outils-là, ben après ça, peut-être qu'on pourra accorder plus de liberté. Je ne veux pas être dictateur, mais au début, je pense que de mettre des cadres, ça peut peut-être aider. Mais pour aller dans ton sens, Yves, je rappelle qu'il y a 2 mois, un mois ou deux maintenant, les étudiants de l'Université Laval ont produit un document Oui, un très bon document sur l'IA dans l'enseignement. Et ce sont oui. les étudiants qui ont produit le document, ce ne sont pas les enseignants. Non, 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 tout à fait. Non, je le connais, le document, c'est moi qui te l'ai donné en Oui, plus. oui, bien sûr, Mais oui. ce document-là, c'est le côté étudiant. Maintenant, ça prendrait peut-être le côté professoral là-dedans.
Mais bon, tu sais, je veux dire, je ne veux pas rentrer dans ce cas-là spécifique, mais c'est un peu ma pensée, c'est que maintenant, on a l'impression que ça tire un peu à tout azimut, puis je pense qu'il faudrait peut-être recadrer un peu tout ça pour, au moins au début en tout cas. Enfin, en Je tout cas, le document, j'incite tout le monde à lire ce document parce qu'il est passionnant et il montre en tout cas que les étudiants sont intéressés et se préoccupent de ce problème. Oui, Peut-être puis d'ailleurs, plus ceux qu'ils qui n'en sont sont. intéressés à lire le document, vous avez juste à aller sur le site de l'Université Laval, la Commission des affaires étudiantes. Ben, vous allez sur le site de l'Université Laval, Commission des affaires étudiantes, et puis c'est le rapport IA 2025. Donc, ça fait une quarantaine de pages. Et effectivement, c'est très, très, très bien écrit et très, très bien structuré et pensé. Hmm. Je vais dans les commentaires, si vous me permettez, Madame Jean, s'il vous plaît, fermez vos micros si vous ne parlez pas. Je vais fermer celui-là. Oui, OK, bon. Euh, il y a encore des micros d'ouvert, mais je ne sais pas où. Est-ce qu'une IA médicale mal sécurisée peut être plus dangereuse qu'un système hospitalier sans intelligence artificielle? Bon, je ne sais pas s'il y a de la jurisprudence là-dessus, mais en tout cas, faudrait pas. Monsieur Prosper qui dit l'utilisation de l'intelligence artificielle sera toujours évidente. On peut même imaginer des moyens de détecter que l'on a utilisé l'IA, mais comment distinguer avec certitude un texte rédigé par une personne d'un texte généré par l'intelligence artificielle sans utilisation d'IA? Et là-dessus, je vais vous conter une petite anecdote. Il y a des professeurs qui m'ont conté des choses amusantes dans les corrections de fin d'année. On voit toutes sortes, ils voient toutes sortes de choses. Et il y a un professeur qui m'a raconté qu'il a reçu une dissertation d'un étudiant. Et à quelque part dans cette dissertation-là, il y avait un encadré qui disait que si l'étudiant était intéressé, l'IA pourrait compléter son thème déjà développé. Donc, ben, c'est ça. Monsieur, je ne suis pas capable de donner votre nom de famille, Franck Aristide. Entre promesses d'accélération scientifique et risque de recolonisation numérique, comment les États-Unis et et les universités d'Afrique peuvent-ils négocier leur place dans l'écosystème de l'intelligence artificielle générative sans renoncer ni à la science ouverte ni à la souveraineté culturelle? Ouh, ça, c'est un sujet de thèse. Étienne, ton micro est fermé si tu veux commenter. C'est effectivement un vrai sujet de thèse. Euh, Peut-être que l'abord, c'est par la science ouverte, précisément. La première des choses, c'est d'ouvrir les publications, notamment les publications africaines, les publications du C'est Sud. ça. Ouvrir les contenus africains Ouais. sans pour autant utiliser les standards nord-américains ou européens, que peut-être l'Afrique développe ses propres standards d'excellence qui Hmm. devront être acceptés par la suite. Il y a Paul qui lève la main encore. Je pensais que c'était une vieille main. Paul, la parole est à toi. Non, non, c'est une nouvelle main d'un vieux pays, comme on dit à Bruxelles. Mais non, je voulais, avant de vous quitter, parce que je vais devoir vous quitter aussi, rebondir sur la suggestion d'Antoine Flau. Je crois qu'elle mérite vraiment qu'on réfléchisse à cette proposition de créer une faculté de l'intelligence artificielle, vu l'ampleur du phénomène, Hein. qui va être probablement une révolution encore bien plus grande que la révolution industrielle au 19e, etc. Je pense que ça vaut la peine. Quand on a découvert l'intérêt des sciences, non pas dures, mais les autres, comme la sociologie, l'anthropologie, etc., on a créé des facultés. Je crois qu'il est grand temps, en tout cas, il m'a convaincu, je garde l'idée, mais je pense qu'ici, il y a beaucoup d'universitaires, de responsables universitaires autour de l'écran, et je crois qu'on doit vraiment réfléchir à ça, parce qu'une des critiques qui est faite, c'est que l'université sont trop lentes par rapport à réagir à l'ampleur du phénomène, et j'ai bien peur qu'elles ne réagissent qu'en silo.
c'est-à-dire la faculté de médecine va étudier la problématique, et puis la faculté de philosophie, puis la faculté de ceci et de cela, et même les facultés de théologie ou tout ce que vous voulez. Et donc, je crois qu'on a tout intérêt à créer une faculté qui pourra être au service de toutes les autres facultés pour réfléchir à comment, parce que c'était ça l'enjeu aussi aujourd'hui de Étienne, c'est comment maîtriser l'outil une fois de plus, comment ne pas se faire dépasser par l'outil, court-circuiter avec toutes les conséquences funestes que cela peut entraîner. Alors juste pour répondre, je ne sais plus qui posait dans le chat, est-ce que l'IA peut remplacer l'hôpital? Est-ce qu'il est plus dangereux? Est-ce que c'est l'IA qui est plus dangereuse ou l'hôpital plus dangereux? Pour moi, c'est pas la question. L'hôpital doit évidemment se servir de l'IA comme nous toutes et nous tous. Et j'ai envie de reciter quelque chose que j'ai déjà cité peut-être dans un autre webinaire du Grisoff. C'est un médecin spécialiste qui disait que plus la médecine, pour rester un peu au niveau de la médecine, sera technologique, plus elle va se développer sur le plan technologique, dont l'IA, je mets l'IA dans les technologies, plus la relation au médecin, et vous pouvez remplacer médecin par soignant, sera thérapeutique. Et donc, quand bien même un hôpital va se servir de l'IA de manière gigantesque pour faire un tas de choses, c'est pas pour ça que demain, nos patients devront être soignés par des robots et l'IA à l'hôpital. Parce que je pense que rien ne remplacera, jusqu'ici en tout cas, quoi qu'en disent certains, hein, quoi qu'en disent certains, rien ne remplacera la relation humaine, le face-à-face et la relation thérapeutique entre deux êtres humains pour lesquels l'IA ne pourra pas faire grand-chose. Bien que, comme vous le savez, dans des maisons de repos et de soins, certains font déjà circuler des robots, hein, qui circulent de chambre en chambre pour récolter les états d'âme des résidents et des pensionnaires qui se confient aux robots beaucoup plus qu'au personnel soignant qui n'a pas le temps. Ça, c'est des vraies questions. Mais on s'écarte peut-être un peu du sujet, excuse-moi, Étienne. Il n'y a pas Non, il y a mais pas de souci. Paul, non, mais ce que tu dis est très intéressant. Mais en écoutant le début de ton topo, enfin, finalement, tu as dit ce que j'allais dire. Il ne s'agit pas de créer un département d'informatique dans une faculté de médecine ou une faculté d'informatique ou je ne sais quoi. C'est par définition quelque chose qui doit être transdisciplinaire, transsectoriel, avec autour de la table des informaticiens, des médecins, des anthropologues, des gens de toutes disciplines, des philosophes, etc. C'est indispensable, plus que jamais. C'est vrai, Exact. tu as raison. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus de la transversalité avec une Oui. appropriation d'un nouveau langage, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de faire les choses. Et jamais, Paul, tu l'as dit, jamais, 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 l'informatique, si puissante soit-elle, remplacera le dialogue réel entre deux êtres humains. Puis ça, peu importe le sujet de conversation. Écoutez, le temps avance. Merci à Antoine pour avoir mis dans le chat quelques références. Elles vont être extraites, puis de toute façon, le chat est accessible sur le YouTube. Donc, vous y aurez accès. Mais si vous avez des soucis, envoyez un courriel à Étienne ou à moi, et puis il me fera plaisir de vous les faire parvenir. J'aimerais, pas par chauvinisme, mais simplement vous lire un petit commentaire qui a été écrit par Dominique Gentille. Merci pour ces échanges très intéressants suite au brillant exposé. Je suis obligé de quitter. Je suis président du réseau Cité de l'AUF. Nous travaillons actuellement sur les technologies de la santé avec la CINMEF. Il faut se rapprocher du GRISOF. Donc, merci pour ça. Et Étienne et moi en prenons bonne note. Il n'y a pas d'autres commentaires importants. Écoutez, je vais terminer en vous annonçant les conférences ultérieures. La prochaine conférence, j'espère que vous la trouverez aussi sexy que celle qu'Étienne vient de vous donner. C'est moi qui vais vous la présenter. Déjà là, je suis pas mal moins sexy qu'Étienne. Mais le titre, Révision qualitative par les pairs. Donc, en fait, c'est plus le principe de la révision globale avec un aspect qualitatif, mais en tenant compte aussi des métriques traditionnelles, parce que ça va être difficile de vraiment, mais il faut incorporer de nouveaux métriques qui sont ceux du narratif.
et qui sont ceux du qualitatif. Et finalement, pour terminer notre saison, nous allons terminer en force. Et là, je vous invite à assister très, très, très nombreux. Jeudi le 2 juillet, ce sera une conférence tri-participative, trois orateurs de très haut niveau qui vont vous parler de Ebola. Et ces trois orateurs-là sont le professeur Antoine Flao, je partais pour dire de Genève, mais maintenant de Paris, le professeur Pierre M. Pelé de Brazzaville, qui est, si j'ai bonne mémoire, coprésident de l'Académie nationale française, secteur santé, mais pour l'Afrique, et le professeur Patrice Debré. Donc, suivez sur l'Internet parce que très, très, très bientôt, vous aurez un petit encadré photo et un petit résumé de la conférence, mais je vous invite déjà à y aller. Et ça va clore notre saison 25-26. Je vous invite, si vous avez des gens qui sont intéressés à discuter de sujets médicaux au sens très large du terme, on va ouvrir la saison octobre 26 pour la terminer juin-juillet 27. Ça va être la septième saison, si j'ai bonne mémoire, si je compte bien. Septième ou huitième saison. On en est à 185 aujourd'hui, visioconférence, et c'est grâce à vous. Donc, merci à tous. Je vais cesser l'enregistrement sur ces quelques minutes. Merci et au revoir. À très bientôt.